Excellent week-end à tout le monde et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Pour commencer, parlons du gouvernement du Rwanda qui déclare avoir initié des projets de grande envergure visant à prévenir les catastrophes et à faire face à leurs conséquences. Cela intervient au moment où plus de 1200 personnes ont perdu la vie au cours des 6 dernières années dans le pays. Suivons les détails. Parmi les 1280 décès enregistrés dans les 6 dernières années, un grand nombre d'entre eux est dû aux inondations. Plus de 51 700 ont été détruites, 1355 salles de classe emportées par le vent avec environ 2000 vaches tuées et environ 34 000 hectares de récoltes endommagés. Dans le même ordre d'idées, 232 canalisations d'eau ont été endommagées ainsi que 757 lignes électriques. Devant les deux chambres réunies du Parlement, vendredi, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a indiqué que le gouvernement s'est engagé à relever les capacités des agents intervenant dans la lutte contre les catastrophes, sans oublier de multiplier des actions de venir en aide aux sinistrés. Le Dr Ngirente a également fait savoir que pour cette fin, des projets de grande envergure visant à prévenir les catastrophes ont été adoptés de façon durable. Nous avons des mesures pour répondre et aider quand il s'agit de toutes les catégories de catastrophes naturelles. Ces mesures incluent la manière dont les différents niveaux de l'administration se préparent et réagissent aux catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de glissements de terrain, d'inondations ou de coups de foudre. Ces équipes sont permanentes et se coordonnent immédiatement lorsque de telles catastrophes surviennent, de jour comme de nuit. Par exemple, en cas d'inondation soudaine, les survivants doivent être relocalisés dans des zones plus sûres, car même lorsque leur maison reste debout, il y a peu de certitude qu'ils peuvent vivre en sécurité. Il y a aussi l'aspect médical de ces situations, parce que lorsque les gens sont déplacés, la menace d'épidémie est bien réelle. Des choses comme le choléra et d'autres maladies. Nous avons donc veillé à ce que la propreté reste une priorité, à tel point que dans tous les cas, ces sites ont ensuite été fermés sans que de telles épidémies ne fassent la moindre victime. Après les catastrophes causées par les pluies diluviennes de mai dernier, le gouvernement rwandais a décidé d'aménager des sites permanents devant accueillir les sinistrés en cas de désastre. Ces sites seront bien équipés pour servir de secours rapide en cas de nouvelles catastrophes. La construction de ces sites permanents sera mise en application dans les 6 mois à venir. Ces catastrophes qui ont particulièrement affecté la province de l'ouest du Rwanda ont fait des dégâts d'une valeur de plus de 222 milliards de francs rwandais, ce qui nécessitera une somme de 518 milliards pour la réhabilitation totale. En 2022, les catastrophes ont affecté plus de 186 millions de vies humaines à travers le monde, causant des dégâts évalués à 223 milliards de dollars américains. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Ceux qui suivent de près les procès des génocidaires présumés sur le sol français estiment qu'il devient de plus en plus difficile d'organiser ces procès à des milliers de kilomètres du Rwanda, 29 ans après les faits. Jean-Damascène Manéchimé nous fait le point. La Cour d'assises de Paris a condamné cette semaine le 6e Rwandais pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il s'agit de l'ancien gendarme de Nyanza, Philippe Hategekimana, qui a écopé d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Que représente un tel procès 29 ans après les faits? Écoutez, juger un procès comme ça 29 ans après les faits, ce qui nous le permet, c'est l'imprescriptibilité de ces crimes. Ils sont imprescriptibles tellement ils sont graves. On parle du crime des crimes, le génocide. Et donc, on part du principe qu'on peut les juger, quel que soit le délai qui s'est écoulé. Alors, matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés. Surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut
présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Et c'est vrai que de toute façon, ce sera de plus en plus difficile de juger, plus le temps passe, de juger des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis. Même si les témoignages pris isolement peuvent présenter des difficultés du fait que la mémoire humaine peut s'éroder au fil du temps, on arrive à recouper tous ces témoignages entre eux et établir certaines certitudes. Pour y parvenir, la Cour peut également faire recours aux psychologues qui parlent des spécificités de la mémoire traumatique. Les gens qui ont été traumatisés peuvent avoir certains souvenirs qui ont été refoulés et qui ne vont pas réussir à ressortir tels quels, des périodes de leur existence pendant le génocide qui sont très floues, mais la mémoire traumatique fait aussi qu'ils vont avoir parfois ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire se souvenir très très bien de certaines choses qu'ils ont vues, de certaines choses qu'ils ont entendues. Et ça, leur mémoire va le garder très frais, même si on est 30 ans après les faits, parce que c'est une mémoire traumatique de choses qu'ils ont vécues dans leur chair, dans leur corps, et qui va rester très présente dans leur mémoire. D'autre part, les observateurs avisés estimaient qu'une telle justice si lente a tendance à profiter plus aux accusés. Nous, ça fait des années et des années qu'on dénonce à la fois la lenteur de la justice, à la fois le manque de moyens mis au service de cette justice. Le problème, c'est que le temps perdu ne se rattrapera pas et qu'un certain nombre des personnes contre lesquelles nous avons déposé des plaintes ne seront jamais jugées. Le temps qui passe, on le dénonce de manière assez régulière, même si ces crimes sont imprescriptibles. Le temps qui passe fait qu'il y a des témoins qui sont morts, des rescapés qui sont morts, et puis les accusés aussi, eux, peuvent mourir avant d'être jugés, avant que la justice ne passe, et certains vont disparaître alors même qu'aucune décision judiciaire ne sera prise à leur égard. Bien sûr, la justice qui prend trop de temps, c'est un problème pour les victimes et pour les rescapés. D'après le collectif des partis civils pour le Rwanda, un bon nombre de présumés génocidaires devraient comparaître devant la justice française. Et déjà avant la fin de 2023, le procès d'un 7e Rwandais devrait s'ouvrir devant la cour d'assises de Paris. Les entrepreneurs du secteur des petites et moyennes entreprises indiquent que le partage d'informations sur les opportunités d'investissement est l'un des moyens de permettre à ce secteur de créer beaucoup plus d'emplois et d'accroître les produits d'exportation. Ceci a été souligné pendant la célébration de MPME organisée par le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie. Le récit suivant nous en dit plus. Autour de 300 opérateurs des petites et moyennes entreprises qui effectuent leur activité au Rwanda se sont réunis à Kigali pour célébrer la journée mondiale des MPME. Le secrétaire permanent au ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, Richard Niwenshuti, a souligné que le gouvernement met en avant la résolution des problèmes dans le secteur des petites et moyennes entreprises et apprécie sa contribution dans l'amélioration du bien-être de la population et le développement du pays. Nous ajoutons la valeur sur le textile par des impressions et nous en faisons des articles de décoration aussi et l'habillement. Alors au juste, en tant qu'une entreprise qui est dans la catégorie moyenne, on a eu tellement de difficultés à faire grandir notre entreprise. Mais avec le temps, avec la persévérance, nous avions eu la grâce d'être formés. Comment gérer nos entreprises, comment gérer notre entreprise, parce que nous sommes arrivés à un niveau où nous ne servons pas seulement le marché local, mais aussi nous servons le marché continental. Il y a cette opportunité d'exporter dans les pays africains à travers la ZLECAf. La ZLECAf, c'est un accord qui a été signé
entre les pays africains de faire des échanges commerciaux. Ça, c'est une grande opportunité pour nous en tant qu'entreprise rwandaise. Et je dois dire qu'il y a tellement de facilités, même que le gouvernement rwandais donne aux entreprises pour avoir accès à ces marchés. Je donne l'exemple faire transporter les marchandises. Il y a des tarifs réduits que Rwandair a mis à notre disposition qui devraient nous permettre à faire parvenir les marchandises dans les pays spécifiques. Alors, il y a aussi des opportunités de faire des collaborations avec d'autres entreprises afin de pouvoir comprendre aussi le besoin de ces marchés-là. Autre chose que je peux citer, c'est qu'il n'y a pas assez de partage d'informations entre nous entrepreneurs. Et c'est que je demanderai que les entrepreneurs, on se partage les informations, qu'on se rapproche des réseaux, qu'on intègre des réseaux. Je dirige un réseau des femmes entrepreneurs qui porte le nom de AWEP Rwanda. Nous sommes une plateforme qui échange des informations commerciaux et aussi nous donnons aussi des informations sur les opportunités de collaboration, mais aussi des facilités aussi qu'ils peuvent avoir. C'est surtout là je parle des femmes entrepreneurs. Alors je demanderai aux entrepreneurs rwandais d'échanger, de partager, de travailler ensemble, parce que même en s'adressant ou en travaillant avec ces pays africains, on devra collaborer. La journée des petites et moyennes entreprises 2023 était une occasion de célébrer les entrepreneurs du monde entier. Au Rwanda, les petites et moyennes entreprises représentent 98% des affaires au niveau national, comme l'indique le ministère du Commerce. Elles contribuent aux économies nationales et à la réalisation des projets de développement durable. Dans nos studios, toujours sur le même angle, dans nos studios, nous sommes honorés par la présence de Gloria Kamanzi, la présidente d'AWEP Rwanda, pour nous parler de l'entrepreneuriat dans le secteur des PME. Gloria, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Que représente pour vous la célébration des PME pour donc AWEP Rwanda? Pour nous, cette célébration veut dire beaucoup et je tiens aussi à apprécier le ministère du Commerce qui a eu cette initiative de célébrer les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises représentent, je dois dire, le moteur de la croissance économique parce qu'on a beaucoup des PME dans le pays que les grandes entreprises. Et donc, il y a bien sûr en général les défis, mais d'une manière concrète, quels sont les défis auxquels vous faites actuellement face? Une chose que je peux dire, vu qu'on a le grand nombre des petites et moyennes entreprises, les défis sont à un certain nombre. D'abord, le défi est que l'accès aux informations. C'est que les informations ne sont pas assez partagées pour que les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises sachent comment accroître leurs activités commerciales. Autre chose, c'est que même du fait qu'il y a l'accès au financement, le taux d'intérêt au prêt est toujours élevé. Et quand on voit même avec l'inflation qu'on est en train de faire face, ce n'est pas vraiment facile d'accroître nos activités commerciales. Et autre chose que je peux aussi ajouter, c'est que s'il y a un besoin d'accroître l'assistance technique, parce que nous avons des nouveaux métiers qui se présentent. Il y a ceux qui sont, disons, qui ont des dons, mais professionnellement, il y a un manque. Alors je me dis aussi que ça fait aussi partie d'un défi, vu que la demande au niveau local ne cesse de grandir. Et quand on voit les opportunités qui se présentent, il y a aussi des défis aussi techniques. Et bien sûr, donc on comprend qu'il y a beaucoup de défis, mais en tant que présidente d'AWEP, malgré tous ces défis hauts et bas de votre secteur, qu'est-ce qui fait actuellement votre fierté? Alors pour nous, ce qui fait notre fierté, nous encourageons entre nous les échanges. C'est très important parce que, en tant que réseau, nous sommes un réseau panafricain des femmes entrepreneurs qui est présent dans 44 pays. Et vu que dans ces pays-là, nous avons des femmes qui ont certaines activités en commun avec nous,
on s'échange entre nous. Et ça, c'est déjà une force. C'est une force qui nous aide à pouvoir avancer, apprendre de l'une à l'autre et aussi collaborer. Il y a aussi cette opportunité de collaborer. Ça fait aussi une force pour nous. Et on se dit qu'à travers notre réseau ici au Rwanda, on veut vraiment faire assez que les opportunités se présentent à nos membres aussi à pouvoir s'étendre dans d'autres pays africains. Voilà. Donc, bien sûr, on comprend qu'il y a des projections d'étendre sur le continent. Y aurait-il des projets de projection d'avenir? Oui. Les projets sont là. En ce moment même, nous renforçons notre façon de travailler, surtout sur les marchés africains. Comment assez que nous soyons présents dans d'autres pays. On n'est pas présent seulement ici au Rwanda, mais comment on peut être présent dans d'autres pays. Quand je dis présent, ça veut dire être actif avec d'autres réseaux des pays ciblés et pour que soit nos produits soient retrouvés dans les pays que nous allons commencer. Déjà, nous sommes en échange avec le Nigeria. Nous attendons une délégation qui se rendra ici à Kigali pour un événement de la Fédération du secteur privé. Et c'est là où on va commencer à faire des échanges où nous apprendrons comment mettre certains projets en action et aussi avoir une autre délégation qui se rendra au Nigeria pour aussi voir comment avoir leurs produits au Nigeria. En ce moment même, on a même une visite, pour vous donner un exemple, on a même une visite d'une des membres de AWEP Nigeria qui va bientôt investir au Rwanda et collaborer avec nos membres. Alors nous voulons vraiment voir des collaborations en place dans l'avenir ou même sans pour autant être présent ici au Rwanda, mais aussi être présent dans d'autres pays. Parlons de ce défi qui revient tout le temps, information. Est-ce que c'est de votre côté, vous ne savez pas communiquer ce que vous faites, ou bien vous manquez de professionnalisme, ou bien c'est impersonnel? Quel est exactement un problème qui se présente dans ce défi? Je pense que on ne maîtrise pas tout le monde, je dirais, la chaîne de communication, comment partager l'information. Je parle plus de 4 langues, mais par exemple, celles qui nous suivent, elles sont habituées à suivre les informations en Kinyarwanda. Il faut vraiment bien s'assurer que le message qu'on a reçu, par exemple, d'une opportunité en anglais ou en français, mais comment ça sera traduit en Kinyarwanda, mais aussi, il faut aussi se poser des questions. Est-ce que le message est bel et bien sorti? Alors, il faut revoir comment partager le message. Pas seulement juste partager, mais aussi apporter des explications et aussi apporter un guide. Il y a le recevoir, il y a le comprendre, il y a aussi le mettre en action. Alors, il y a ces 3 choses-là. Et je me dis, c'est très important que nous nous assurons que ceux qui le reçoivent, ces 3 choses puissent le comprendre. Et aussi, se posent des questions. Est-ce que cette information m'est appliquée ou pas? Il y a des questions aussi que les entrepreneurs doivent se poser. Est-ce que j'ai besoin de tel service? Est-ce que j'ai besoin de tel produit? Ou est-ce que je dois renforcer une certaine partie dans mon activité? Alors, il y a tout ça là et ça demande un accompagnement. Y aurait-il un message particulier à notre audience, particulièrement à tous les entrepreneurs qui nous suivent? Avec plaisir, j'aimerais bien demander à mes compatriotes entrepreneurs, c'est très important d'échanger entre nous, de se soutenir entre nous parce que, en tant que petites et moyennes entreprises, sachant que nous sommes le moteur de la croissance économique de notre pays, échangeons-nous, soutenons-nous et aussi, je demanderais aussi de ne pas hésiter à intégrer des réseaux d'entrepreneurs. Il y en a, on a la Fédération du secteur privé, il y a des réseaux des femmes entrepreneurs comme celle que j'ai citée, que je représente. Il y a d'autres réseaux, ça serait très important pour que vous sachiez
comment aussi apporter quelque chose de positif à votre entreprise, vos entreprises. Alors je demanderai vraiment de suivre de près. Il y a tellement d'opportunités disponibles pour vous. Renseignez-vous, demandez et essayons aussi de collaborer ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gloria Kamanzo-Izera. Merci pour l'invitation. Je rappelle que c'est la présidente de AWEP Rwanda qui nous parlait de la célébration des petites et moyennes entreprises au Rwanda. On continue avec les experts dans le domaine de l'environnement en Afrique qui estiment que les pays riches doivent honorer leur engagement en matière de protection de l'environnement pour que le monde puisse réduire la chaleur de 2 degrés. D'ici 2050, cela intervient au moment où 11 pays africains se sont réunis à Kigali cette semaine pour échanger sur la mise en application des accords de Paris sur le climat, lesquels ont été signés en 2015. Il y a eu des discussions entre les parties. Il y a le fait que nous, par exemple, qui sommes pays en développement, nous devons faire des rapports sur tout ce que nous faisons en matière de changement climatique, tous nos efforts. Mais il y a aussi le fait que nous nous sommes longtemps plaints sur le fait que les pays développés qui doivent montrer la voie, qui doivent pouvoir des ressources, parce que la Convention climat prévoit que les pays développés qui sont responsables des changements climatiques puissent mobiliser des ressources pour soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre de leurs actions climat. Mais il se trouve que ces pays n'ont jamais honoré à leur engagement. Et vous savez qu'en 2015, les parties à la Convention climat ont adopté l'accord de Paris. Et l'accord de Paris veut être un nouveau engagement, un nouveau cadre mondial pour la lutte contre les changements climatiques. Et au regard de l'expérience que nous avions sur le non-respect des engagements, dans le cadre de l'accord de Paris, les pays se sont engagés à mettre en place ce qu'on appelle un cadre de transparence renforcé. Donc le cadre de transparence renforcé dans le cadre de la mise en œuvre de Paris prend effectivement le fait que les pays doivent d'abord dire ce qu'ils font en matière de changement climatique pour des efforts, des actions. Et de l'autre, donc il y a la transparence de l'action et il y a la transparence du support ou la transparence de l'appui. Le Rwanda a des besoins pour lutter, par exemple, contre les inondations que nous avons vécues il y a un mois ici. Nous avons besoin d'un appui, nous avons besoin d'un accompagnement international. Ça, lorsqu'on l'exprime, il faudrait que les pays développés aussi puissent rapporter sur l'appui qu'ils ont accordé au Rwanda ou ils sont à même accordé au Rwanda. Et ceci est valable pour l'ensemble des pays en développement. Le Rwanda s'est engagé à réduire la pollution de 38% de la pollution du climat d'ici 2030. Pour y parvenir, le pays a mis en place divers projets tels que Green Gicumbi, Green Amayaga, l'utilisation des véhicules électriques. Pour réaliser cet objectif, le Rwanda devra mobiliser une somme d'au moins 11 milliards de dollars américains. Continuons avec le secteur de l'éducation. Les étudiants du Centre régional polytechnique intégré de Gishari en district de Rwamagana ont développé une application technologique qui répond à certains défis de notre société, notamment ceux aux accidents de circulation et ceux du secteur d'agri-business. Les détails, c'est avec Patrick Nilidanti. Mugisha Samuel, un étudiant de l'IPRC Gishari, a développé un logiciel d'application qui aide dans le secteur de l'irrigation et à l'épandage du fumier dans les serres avec juste l'utilisation d'un téléphone portable. L'inventeur estime que cela peut augmenter les rendements agricoles et faire gagner beaucoup de temps aux utilisateurs. Comment ça marche? Il y a des dispositifs que nous avons introduits dans les terres pour déterminer la quantité d'eau et aussi les fumiers nécessaires. Les données sont automatiquement envoyées à votre téléphone portable et vous suivez juste les instructions. Nous essayons de voir comment cela peut devenir automatique sans notre implication. Shema Bakundukize Honoré a également créé et développé un logiciel informatique qui permet de connaître la quantité d'eau nécessaire dans les rizières. Les enfants sont souvent mis en contribution par les parents pour empêcher que les oiseaux endommagent les rizières.
Cette application peut détecter un oiseau à 20 mètres. Lorsque cet oiseau est détecté, l'appareil signale au contrôleur qui lance une alarme puissante qui fait fuir l'animal. Autre chose, il détecte la quantité d'eau. Toujours dans le même ordre d'idées, un autre jeune ingénieur, Gaston Zaïkolela, a créé et développé un logiciel qui tente de réduire le nombre d'accidents de la route en signalant notamment les pannes de frein et d'autres problèmes liés aux véhicules. Une voiture roule et le conducteur appuie sur le frein. Le capteur réagit et une pause automatique alternative. Cela calcule également la distance entre la voiture et un obstacle devant. Et vous voyez freiner automatiquement avant qu'un accident ne se produise. De tels projets sont d'une grande utilité pour le pays et devaient être suivis afin d'accélérer les développements, comme l'a précisé le directeur adjoint en charge des questions académiques à l'IPRC Guichari. Nous éduquons les étudiants qui sont prêts à rejoindre le marché du travail pour apporter des solutions aux défis qui entravent le développement du pays en général et nous leur signalons que le pays compte sur eux. Le ministère de l'Éducation a créé des écoles professionnelles et des formations pour aider les étudiants, même après la fin de leurs études, à continuer à se développer et à créer des emplois. Depuis 6 mois déjà, la multinationale Segelec investit dans le domaine de l'énergie, opère donc au Rwanda pour appuyer les efforts du gouvernement du Rwanda d'alimenter tout le pays en électricité d'ici 2024. Pourquoi le choix du Rwanda et comment compte-t-elle mener ses activités pour réussir ce pari? Élément de réponse avec le directeur de Segelec Rwanda. Parce que le Rwanda, on a senti qu'on peut faire beaucoup de choses ici. Donc le climat d'investissement, il est intéressant. Donc on a commencé par un premier projet qui fait 44 millions de dollars qu'on a gagné sur le Rwanda. C'est un projet qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque mondiale. Donc le but ici au Rwanda, c'est vraiment de créer une entité locale. Donc une entité qui est gérée avec principalement des cadres rwandais et qui va œuvrer sur le marché rwandais et après au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc actuellement on a fait un investissement de 1 million de dollars d'investissement qui a été fait sur cette année. Donc c'est pour acquérir du matériel qui va rester sur le Rwanda. C'est un investissement en richesse humaine. Donc on a été vraiment agréablement surpris par la qualité de la formation des Rwandais qui sont ici au Rwanda. Donc ces personnes, ils ont bénéficié d'une formation au niveau de notre implantation historique qui est Segelec Maroc. Donc ils ont eu tout un parcours d'intégration au sein du groupe. Pendant 6 mois, ils ont été à Casa. Après, on les a envoyés sur d'autres sites de Vinci Energy Africa au niveau de la Guinée, par exemple, et au Sénégal. Donc le but ici, c'est de créer une entreprise avec une identité locale, donc qui va travailler sur le marché rwandais et par la suite, pourquoi pas travailler sur le marché voisin. La société Segelec se félicite aussi des atouts d'investissement présents au Rwanda, notamment les ressources humaines et la position géographique du pays. C'est qu'en termes de richesse humaine, c'est très riche. Nous, on peut apporter notre savoir-faire de ce qu'on a pu faire déjà en Afrique. Et après, avec les richesses matérielles, ça c'est ce qu'on fait déjà. En fait, en termes de richesse humaine, moi je trouve que la qualité de formation, elle est vraiment surprenante, agréablement surpris. Donc c'est des ressources qu'on souhaite vraiment embaucher sur le marché rwandais. Et pourquoi pas pour nos marchés au niveau en Afrique, parce qu'on a une vocation un peu internationale. Donc Vinci Energy Afrique, elle travaille sur tout le continent actuellement en Afrique. C'est des compétences qui sont vraiment adaptables, qui peuvent travailler on a fait l'essai, ils peuvent travailler sur l'environnement anglophone et francophone. Donc ça c'est un atout pour les Rwandais. Donc vraiment on a des ambitions et on souhaite vraiment s'installer dans le long terme.
Donc le but, c'est vraiment d'avoir une installation pour du long terme, mais voilà, faire du travail ici pour le Rwanda. Et par la suite, si on arrive à confirmer notre présence sur le marché rwandais, aller voir au niveau de l'Afrique de l'Est avec les compétences rwandaises. Merci à vous tous qui suivez l'actualité d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Vous étiez avec Amandine Dikoumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.